L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes, locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. C'est samedi et c'est l'acte 10 des Gilets jaunes. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on t'attend le camp. On vient te chercher chez toi. Presque 3 mois déjà que le mouvement secoue l'Hexagone et remet en question ses élites. Une mobilisation qui, après plusieurs samedis à parcourir les rues de la capitale, se demande comment maintenir le rapport de force avec un gouvernement désormais en mode grand débat. Débat ou non, la colère, elle est toujours là et pour beaucoup de manifestants, elle doit maintenant s'exprimer ailleurs, plus localement, dans leur ville, dans leur village, dans leur campagne, là où battent les cœurs du mouvement jaune. Comme à Bourges, en région centre, où pour Radio-Parleur, on a baladé notre micro. C'était samedi dernier, le 12 janvier, pour l'acte 9. C'est quoi votre prénom ? Fabrice, c'est pas un mouvement parisien. Pourquoi toujours Paris ? Faut quand même dire qu'on débat aussi beaucoup pour les gens des campagnes. C'est quand même nous les plus défavorisés par rapport à Paris. C'est un mouvement français. Ouais. Mouvement français. Ouais. Et les prochaines semaines, les prochains jours, vous les voyez comment ? Vous allez revenir à chaque fois ? Vous allez continuer ? Partout il y aura des rassemblements, je dirais. Parce que ce monsieur, il a dit que les Français ne savaient pas faire d'efforts. Il est encore dans ses couches, alors que moi je faisais déjà 10 heures par jour, 12 heures par jour. Je travaillais déjà. J'ai travaillé pendant 42 ans, j'ai cotisé pendant 42 ans et aujourd'hui on vient me taxer sur le travail que j'ai fait pendant 42 ans et il dit que les Français font pas d'efforts. Ils rigolent ou quoi ? C'est un manque de respect vis-à-vis des gens comme nous. Il faut qu'on reste chez nous, il faut qu'on montre qu'en campagne, effectivement, on est très mobilisé. Et du coup, maintenant, l'idée, c'est quoi ? C'est pour la suite, parce qu'il va y avoir des suites, forcément, on va pas s'arrêter là. C'est de recentrer sur des lieux, sur plusieurs lieux en région, d'animer autour de soi ? Alors j'aimerais bien qu'on continue dans cette lancée-là, qui est effectivement de choisir des villes en province qui sont importantes pour leur région et pour leur département et réussir à faire des manifestations comme pour l'instant, c'est-à-dire pacifistes, calmes, où les gens sont là et en nombre pour réaffirmer et recentrer un peu les volontés des Gilets jaunes. On n'est pas des casseurs, on n'est pas des gens violents, on est là pour manifester pacifiquement. Et effectivement, à Paris, c'est compliqué de manifester pacifiquement. Donc ça ne sert plus à rien d'aller à Paris. Tout le monde a passé une bonne journée, je pense. Voilà, donc on peut dire à Madame la Préfète que c'était pas la peine de paniquer. Tout se passe bien, on n'est pas des sauvages. Célia Ludoski, donc pour ceux qui sont au courant, j'avais lancé une pétition contre l'argument avancé justifiant la hausse des taxes sur le carburant. Le nombre de signatures a explosé, j'ai été un petit peu plus médiatisé sur le sujet. D'accord. Priscilla, vous êtes une des personnes médiatisées de ce mouvement. Maxime Nicole vient de prendre la parole il y a quelques minutes là, à la tribune. Vous, comment vous le sentez ces prochaines semaines ? Où vous serez ? Et pour vous, sur quoi il faut appuyer pour que ce mouvement continue à porter ? Alors, la forme, c'est bien. Le fond, c'est quand même aussi le cœur du truc. 3 gros sujets sont posés. Donc, c'est la mise en place du RIC, la baisse des taxes de première nécessité, la baisse des rentes, salaires et privilèges des hauts fonctionnaires et des élus. Voilà. Et ensuite, bien entendu, il y a des revendications un peu plus localisées, puisqu'il y a des problématiques par département. Et moi, je suis pour le fait qu'on ne fasse pas des mesures sur tout un pays, mais plutôt des mesures sur mesure. Et ces revendications, vous les portez actuellement dans la rue. Le gouvernement vous propose de les porter lors d'un grand débat national. Est-ce que ce cadre pourrait convenir ou est-ce que d'ores et déjà il pose question ? Il pose déjà question puisque on a annoncé qu'on avait été contacté par la présidente de la commission nationale du débat public. Madame Jonot. C'est ça, qui nous avait proposé un rendez-vous, ça devait se faire hier. Le rendez-vous a été annulé. Voilà, en disant que la commission s'était retirée de la coordination du grand débat. Donc c'est un peu flou, elles sont inconnues ces modalités, donc on attend. Mais on est ouvert au dialogue, on l'a toujours dit. Moi je pensais que c'est les Gilets jaunes qui étaient mal organisés. Moi aussi, du coup. On recommence quand à Bourg ? Tous les samedis, il y a quelque chose maintenant. Eux, les mouvements, ils en capturent les tensions, les élans, les points de friction.
La Meute, collectif de photographes indépendants, fait ses images au plus près des luttes, au cœur des mobilisations. Depuis le début du mouvement Gilets jaunes, plusieurs dizaines de photojournalistes ont été blessés, ont vu leur matériel cassé ou confisqué, le plus souvent par la police, les représentants de l'ordre. Tufegraine parcourt les manifestations depuis plusieurs années, parfois au péril de leur intégrité physique. Une profession, un engagement qu'il nous raconte. On va parler d'une photographie qui est sans doute une des plus vues du collectif La Meute, qui est une qui m'a personnellement changé et qui a été prise du coup par Graine. Donc on va pouvoir la commenter à deux. Donc sur cette photo, on est le 3 avril 2018 lors de la manifestation des cheminots. Il y a eu une charge de CRS et j'étais dans les manifestants lorsqu'ils ont chargé et je me suis fait ouvrir le crâne sur 7 cm et taper à terre par un CRS. C'est Der du collectif qui m'a traîné devant les escaliers où j'ai été soigné. Et au moment où du coup j'ai été dans cette accalmie où je saignais, Graine a pris la photo. Et du coup, pour commenter textuellement la photo, c'est juste une photo de moi-même avec du sang sur le visage et la plaie ouverte qui regarde Graine. Ouais, elle est quand même saisissante cette photo parce qu'on voit vraiment en fait, je trouve encore la terreur sur ton visage, mais même peut-être plus, et là je me trompe certainement, une sorte de surprise aussi peut-être d'avoir été traité avec autant de violence. Une surprise, non, il y a aucune surprise, c'est pas pour rien qu'on y va casqué, qu'on y va avec des protections, on sait que c'est ultra violent. Mais il y a toujours cette sensation que lorsqu'on est journaliste, on est à peu près intouchable. On va très près du contact. Moi, ce jour-là, j'étais vraiment très près, beaucoup trop près. J'ai pris beaucoup de risques inutiles pour une photo et au final, je l'ai entièrement payé. Et au niveau de la prise de risque, j'ai évité d'être trop près des policiers, des CRS, car ils sont clairement dans un arbitraire total lorsqu'ils sont lâchés. Et ils ne suivent plus les ordres et ils sont juste là à taper sur tout ce qui bouge. On l'a vu, ils ont aucune consigne de sécurité. Ils ont aucune formation, ils frappent dans le tas. Donc non, à partir du moment où il y a des CRS de beaucoup trop près, là je décide même plus de prendre de photos, je décide juste de partir. Car sinon je sais ce qui peut se passer. Moi, de ce que j'observe, c'est que à mesure qu'augmente une tension sociale, il y a des choses qui se passent et donc du coup des choses qu'il faut montrer. Et pour un pouvoir en place, une tension sociale c'est jamais quelque chose de vraiment bon. Donc il faut absolument la taire. Soit c'est la taire par la répression, directement, policière, physique, soit par la répression médiatique en fait, la répression symbolique. Et le premier acte de répression médiatique, c'est d'empêcher les journalistes de montrer ce qui se passe. Et toi, par exemple, Graine, qu'est-ce que tu choisis de montrer en manif ? Moi, je cherche à montrer de la tension, du combat, mais pas nécessairement de la violence. Il y a une photo là qui est exposée. C'est alors je me souviens plus de la date précise. C'est dommage pour une histoire, mais il me semble que c'est le 26 mars 2018 à Tolbiac. C'est une AG à Tolbiac où 1800 personnes présentes à l'Assemblée générale votent le blocage limité de Tolbiac. Ça a fait sensation. Ça. Il y a une tension dans cette photo en fait. On voit que le monde déborde de la photographie. Tout le monde a le bras levé. Il se passe quelque chose sur cette photo. C'est du combat. Et c'est de cette organisation-là qui est issue de la compression dont on parlait au tout début, que découle l'organisation avec Paris qui brûle et les gens qui s'organisent dans la rue. Merci beaucoup. Merci. Non, ne fais pas ça, ne la réforme pas. Oh beloubé, 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 bébé, non, ne fais pas ça, ne la réforme pas, ou l'avocat se révoltera. La justice, elle aimerait bien s'inviter dans la discussion du grand débat national. Bien loin des revendications stars, le RIC, les taxes, les privilèges des élus, les robes noires portent pourtant bien une colère jaune. La cause, une réforme de la justice qui ne fait pas la une et qui pourtant va réduire le nombre de tribunaux sur le territoire. Alors, bientôt, pour obtenir justice, vous prendrez votre voiture, parcourrez plusieurs centaines de kilomètres et vous n'oublierez pas de payer votre plein d'essence. C'est le futur que nous prédisent les avocats et magistrats en colère. Marie Mazard. Et vous êtes avocate à Nîmes.
barreau de Nîmes. Alors, c'est une pancarte avec une robe d'avocat noire sur fond jaune, effectivement, pour avoir un petit retentissement au regard de l'actualité, puisque la réforme qui s'annonce est une réforme de centralisation du pouvoir dans les grosses métropoles et une désertification de nos territoires locaux. Il faudra faire plus de kilomètres pour avoir accès à la justice, puisqu'il est prévu à terme un seul tribunal de grande instance par département et une seule cour d'appel par région, soit une diminution par 2 du nombre actuel de cours d'appel. Est-ce qu'on peut imaginer un instant que la justice, au moment où les citoyens demandent plus d'accès à la justice, au moment où ils veulent plus de justice, est-ce qu'on peut imaginer que la justice ne fasse pas partie du grand débat national? Caroline Rumbach du barreau de Metz. À partir du moment où on éloigne le juge de son justiciable, seules les personnes qui auront assez de moyens pour faire les déplacements, pour pouvoir payer une connexion internet. Il y a des personnes qui pourront même pas aller se présenter devant un juge parce qu'ils n'auront pas assez d'argent pour faire le plein d'essence, pour faire 200 km. Là, on avait donné un exemple sur le cours, sur le ressort du barreau de Metz, à Sarrebourg. Si le tribunal d'instance saute, il y aura 200 km pour régler un problème de voisinage. Les gens vont laisser tomber. Et c'est, je pense, ce qui est recherché à terme. Les gens ont soif de justice aujourd'hui et cette réforme, elle est la démonstration d'une injustice pure. Oui, ce texte est minoritaire dans le pays. Oui, ce texte est minoritaire parmi les professionnels du droit. Hugo Bernalicis, député La France Insoumise. Non, il n'est pas fait pour le justiciable. Il est fait contre le justiciable uniquement pour des petits intérêts boutiquiers et comptables. Regardez l'arnaque, et je vous la redis. Un budget en hausse de 3 milliards sur 4 ans. On devrait être en train de discuter de quel tribunal on va rouvrir. De où est-ce qu'on va remettre de l'accès au droit. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire? Non, parce que sur ces 3 milliards supplémentaires, c'est 1,7 milliard pour la construction de nouvelles places de prison. Un demi-milliard pour le logiciel qui va être interfacé entre la justice et l'intérieur. Il était temps. Et à la fin, il reste quoi pour la justice en tant que telle? Pour la faire fonctionner? Rien. Rien. Des clopinettes. Ce qui perdure, c'est effectivement ce sentiment d'injustice dans le pays. Alors il est grand temps de mettre en échec ce projet de loi sur la justice. Merci. Des notes à son nom dans les documents du renseignement militaire. Loin des belles histoires héroïques d'une série à succès comme Le Bureau des légendes, les agents de l'État espionnent donc une journaliste. Une réalité que nous raconte Camille Polony dans notre série d'entretiens enregistrée au Salon des lanceurs d'alerte. Alors déjà bonjour Camille Polony, est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui, donc je suis journaliste pour le site lesjours.fr qui est un site d'information monté en 2016. Pourquoi votre présence ici aujourd'hui au Salon des livres et d'alerte? Alors aujourd'hui j'étais venu intervenir dans un débat qui parlait de surveillance. Je venais raconter plus particulièrement une petite expérience que j'ai faite à partir de 2011 qui consistait à demander à l'État ce qu'il avait sur moi comme information, donc à demander l'accès à toutes les fiches de police et de renseignement qui pourraient me concerner. D'ailleurs je voulais y venir, Camille Polony, vous êtes fichée par le renseignement militaire. Vous avez mené cette expérience que vous dites à partir de 2011 et vous en parlez, ce sont vos termes, comme une démonstration par l'absurde. Quel a été votre parcours du combattant pendant cette expérience ? En fait, au départ, j'ai voulu exercer un droit qui est assez simple et que tout le monde peut essayer d'exercer. C'est d'écrire à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour demander cet accès donc, à un certain nombre de fichiers qui sont, la liste est sur le site de la CNIL, pour voir, je voulais savoir un petit peu s'il y avait des erreurs, ce que j'allais pouvoir y trouver. C'était par curiosité et puis pour essayer éventuellement de raconter ça aussi dans des articles, puisque je travaillais déjà à l'époque sur les libertés publiques, sur la police et sur la justice. Je ne m'attendais pas à ce que ça mette aussi longtemps, en fait, puisque 6 ans après on a eu le résultat en fait oui, effectivement j'ai été fiché illégalement par le renseignement militaire. Je ne peux pas avoir accès au contenu de cette fiche, donc je ne sais pas pourquoi exactement. Je sais juste que le Conseil d'État a pu vérifier dans les fichiers ce qui s'y trouvait et qui m'ont dit bon bah voilà, vous aviez une fiche et puis elle contenait des données illégales. Moi, ça fait 10 ans que je travaille et les lois antiterroristes, les lois de surveillance, les lois qui renforcent
la répression administrative par rapport à la répression judiciaire ou qui étendent même les pouvoirs du parquet en judiciaire. En fait, ces lois-là, il y en a une par an. Enfin, c'est vraiment un rythme qui est tel que n'importe quel militant des libertés publiques aurait du mal à combattre chacune de ces lois. Donc ça va trop vite. Et puis, tout ça se fait quand même au nom de la lutte antiterroriste et au nom de la protection des citoyens. Donc je pense qu'il y a une partie de la population qui pense sincèrement que c'est utile, que c'est légitime, et puis que ça nous protégera des attentats. Ce qui est effectivement l'une des visées de ces lois, mais qui a des conséquences pour le reste de la population qui ne doivent pas être négligées. Au début de l'état d'urgence, tout le monde se disait, oui, il vient d'avoir des attentats hier, évidemment qu'il faut protéger les citoyens, qu'il faut mettre en prison des terroristes, pourquoi pas. C'est audible, surtout juste après les attentats. Le problème, c'est que très très vite, avec l'état d'urgence, on a vu de quelle manière étaient choisis les assignés à résidence, c'est-à-dire souvent très mal, avec des gens qui se retrouvaient dans des situations ubuesques du jour au lendemain, à devoir pointer 4 fois par jour au commissariat d'abord, puis 3, parce que finalement quand même le Conseil constitutionnel a dit non, 4 fois c'est trop. Et parmi les personnes qui ont été assignées à résidence, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout compris ce qui leur arrivait et qui, j'allais dire, n'avaient rien à se reprocher, mais c'est une formule un peu toute faite, mais oui, qui n'avaient rien à se reprocher et qui ont été soit confondus avec un autre, soit qui se voyaient reprocher en fait des ragots, des dénonciations entre collègues. Donc, au nom de cette protection des citoyens, il ne faut pas qu'on oublie que ça peut aussi avoir des conséquences négatives pour certains d'entre eux. Des gilets jaunes en colère, des photojournalistes blessés, une justice en danger et des citoyens fichés. Une belle semaine sur Radio Parleur. Vous retrouvez l'intégralité de ces podcasts sur notre site radioparleur.net, mais aussi sur Deezer, iTunes, Spotify, enfin toutes les bonnes plateformes d'écoute. L'hebdo lui revient samedi prochain avec toujours le meilleur de toutes les luttes. Bonne semaine et restez à l'écoute. Salut. Hands of the marksman, open the door, see the marches. It's kind of wild. Profile on the paper, names whited out. Could it be they after the